Bonjour docteur Fabre. Bonjour. Donc vous êtes médecin ostéopathe depuis plus de 35 ans maintenant, et ça fait quelques années aussi que vous souffrez de hernie discale. Aujourd'hui, du coup, je suis ravie de vous accueillir pour pouvoir échanger sur votre double casquette de médecin ostéo, un petit peu votre parcours, parler aussi du dos, le dos sous votre prisme, parler aussi des différentes pathologies que vous rencontrez en tant que médecin au quotidien. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'en savoir plus sur l'histoire de vos différentes hernies discales. Avant tout, je voulais vous remercier d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous êtes médecin et ostéopathe? Alors pourquoi est-ce que je suis médecin? Bon, ça remonte à beaucoup de choses, mais on va pas s'étendre là-dessus. J'ai toujours été attiré par les soins, par les sciences naturelles de manière générale. J'ai fait donc assez naturellement après le bac mes études de médecine à Strasbourg et voilà, j'ai parcouru donc l'hôpital en long, en large et en travers pendant mes stages et puis je me suis dirigé vers la médecine générale. À partir de là, j'ai commencé à trouver que on avait peu de choses à proposer aux patients qui venaient pour des problèmes de douleur. Alors là, on va parler du rachis, mais de douleur en fait de l'appareil articulaire de manière générale, locomoteur. Et ce constat en fait m'a fait m'interroger sur ce qu'on avait à proposer aux gens. C'est-à-dire que les gens venaient, on leur prescrivait des antalgiques, des médicaments, enfin on leur prescrit toujours, hein, c'est pas très nouveau. Et puis on envoyait chez le kiné, on faisait des radios, on essayait de voir ce qu'il y avait. Puis après le kiné, ben, les gens revenaient parce que ils pensaient qu'avec le kiné tout irait beaucoup mieux, ce qui est parfois le cas temporairement, mais on verra plus tard que si on n'entretient pas derrière, ça ne sert à rien. Et puis on envoyait après chez le rhumatologue, bon, qui faisait certains diagnostics que nous n'étions pas en mesure de faire. Puis après, ben, les gens revenaient et finalement j'avais l'impression de ne pas avoir solutionné véritablement les problèmes de douleur. Du coup, après mes études, je me suis orienté vers, l'ostéopathie, j'ai découvert ces techniques par, le biais d'un ami qui était ostéopathe et qui, m'en a beaucoup parlé et je me suis intéressé donc je me suis inscrit à une école d'ostéopathie, à Paris à l'époque. Il y en avait pas beaucoup des écoles d'ostéopathie, surtout qui avaient un cursus enfin un cursus ou un programme suffisamment étoffé pour être sérieuse. Mmh. Et donc, voilà, j'ai fait 3 ans d'école. Nous, on avait déjà tout ce qui était anatomie, pathologie, donc on avait que les techniques à apprendre, les techniques ostéopathiques. Et au bout de 3 ans, donc j'ai eu mon diplôme d'ostéopathie que j'ai exercé toute ma carrière de médecin généraliste auprès des patients que je voyais, dans la mesure où je pensais que ça pouvait leur apporter un mieux. Et en tant que médecin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rachis? Qu'est-ce que c'est le rachis, le dos plus communément Mmh. parlant? Alors, le dos, c'est ce qui nous aide en fait à tenir debout. Alors, il a aussi un peu d'autres fonctions. Il supporte les côtes qui vont permettre de respirer. Il permet de transmettre surtout les nerfs du cerveau vers la périphérie. Donc, on va voir la constitution du rachis enfin, en détail. Je vais pas faire un cours exhaustif, hein, mais je vais essayer d'être concis et général, mais de faire comprendre ce qui se passe. D'accord, alors ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, on filme du coup, tu sais, en vidéo, donc vous allez pouvoir nous montrer en vidéo, ce que c'est. Alors, le rachis, alors je ne sais pas si on va bien voir sur ces petits dessins, j'ai pas réussi à tirer plus grand. En fait, le rachis, c'est un empilement de vertèbres qui s'étale donc de la base du crâne, tout en haut, jusqu'au niveau du bassin. Cet empilement de vertèbres, il y a 24 vertèbres qui sont empilées, qui sont mobiles. Donc, ce sont les vertèbres cervicales qui sont ici, les vertèbres dorsales ou les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires.
qu'on connaît tous très bien et qui nous cause le plus de problèmes. Mais les autres aussi, on verra. Et donc cette colonne mobile se termine par le sacrum qui est fixe et le coccyx. Le sacrum s'articule de chaque côté avec les os iliaques qui sont en fait la charpente du bassin et donc permet la répartition des forces en fait sur ces deux hémibassins de chaque côté et, et pouvoir poser en fait l'individu sur son bassin. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est qu'une vertèbre. Donc ça, ce sont des vertèbres thoraciques. On voit donc cet empilement de vertèbres. Ça se pose un petit peu comme des Legos, en fait, parce qu'elles vont s'articuler les unes par rapport aux autres. En fait, ces articulations, il y a une partie antérieure qui est le corps de la vertèbre, la partie la plus massive qui va supporter le poids de l'individu, et une partie arrière un peu plus mobile qui va s'articuler avec la vertèbre du dessous. Donc la vertèbre du dessus, c'est celle-ci, et la vertèbre du dessous, c'est celle-là, bien sûr, et l'articulation est ici, entre, entre ces deux portions d'os. Donc le seul endroit où les vertèbres se touchent, c'est au niveau Tout à fait. de l'articulation ici qui se trouve, derrière en fait, Derrière. Puisque là, on est en arrière. Ça, c'est les apophyses épineuses qui, ce que l'on sent quand on palpe un dos, on sent au milieu du dos, il y a un empilement d'os qu'on sent, et ce sont ces bouts d'os. Ça, c'est donc l'avant. Donc il y a alors, au niveau abdominal et lombaire, il y a les viscères, hein, l'intestin, etc. Enfin bon, tout ce qui est en avant. Donc les vertèbres, elles sont empilées les unes sur les autres, mais elles ont un certain degré de mobilité, donc antéro-postérieur et latéralement. Cette mobilité, elle est possible grâce aux disques qui font la jonction entre les vertèbres. Ces disques sont des masses un peu gélatineuses, plus ou moins molles, qui vont permettre cette mobilité, avoir un rôle également d'amortisseur et supporter en fait la vertèbre supérieure par rapport à la vertèbre inférieure. Autre particularité de la colonne vertébrale et des vertèbres, c'est qu'elles ménagent un trou. Les vertèbres, en fait, il y a un trou à l'intérieur. Et dans ce trou passe la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est ce qui amène les nerfs du cerveau jusqu'en périphérie. On parle de toute la périphérie, c'est-à-dire ça va du visage au cou, au bras, au torse, au ventre et aux membres inférieurs. Donc entre chaque niveau vertébral, depuis la moelle épinière, sortent des nerfs qui vont se distribuer sur le territoire en fait qu'ils concernent en fonction du niveau vertébral. d'accord, donc en gros les vertèbres, elles protègent, la moelle épinière? Tout à fait, c'est vraiment un rôle de protection, comme chez tous les vertébrés d'ailleurs. C'est un alors chez l'homme particulièrement, ça a un rôle de statique, hein, puisque c'est ce qui nous permet de tenir debout, d'avoir une certaine rigidité debout, et ça protège, un rôle très, très important, tout cet appareil, nerveux, qui véhicule les influx sensitifs et moteurs vers la périphérie. OK. Alors, donc ces vertèbres, alors évidemment, elles sont pas juste posées les unes comme ça, les unes sur les autres. Donc, il y a d'une part un système ligamentaire, donc des ligaments très puissants en avant, sur les côtés, derrière, qui vont servir de contention en fait entre ces vertèbres pour éviter qu'elles se baladent les unes par rapport aux autres, ou qu'elles se soulèvent ou qu'elles s'écartent de trop. Alors, on verra que ça peut s'écarter quand même. Et derrière, donc ça c'est les vues, une vue des muscles en fait, postérieurs, c'est une vue postérieure. Vous avez des muscles très puissants, qui vont, tenir la colonne, tenir les vertèbres les unes par rapport aux autres et permettre, l'extension, l'érection du rachis et également, la rotation des vertèbres les unes par rapport aux autres. D'accord, les muscles vont aider les vertèbres à bouger et à permettre de se tenir Voilà, tout à debout. fait. Disons que les ligaments très puissants de la colonne vont permettre
aux vertèbres de se tenir les unes par rapport aux autres, et après, ce sont les muscles qui vont permettre de se tenir debout. Parce qu'un empilement de vertèbres comme ça, sans un système moteur qui va lui permettre d'être debout, ben ça tient pas. Au bout d'un moment, ça s'écroule. Mmh. Et donc ces muscles-là, ils sont essentiellement, enfin quasiment que postérieurs, et ils vont avoir un rôle très 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 important dans le maintien du rachis, de la posture, dans les mouvements également, dans la déambulation, dans la projection en avant, dans la position allongée, enfin dans toutes dans toute la vie quotidienne. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Je pose les, l'anatomie. les vertèbres ont donc ménagent des orifices par lesquels passent les nerfs. Donc les plus connus de ces nerfs sont les sciatiques au niveau lombaire, assez bas, mais à tous les niveaux vertébrales, cervicales, dorsales, lombaires, il y a des nerfs qui sortent et qui vont véhiculer l'afflux nerveux vers la périphérie. On voit donc sur ce schéma les sections en fait des différents niveaux vertébraux. C'est-à-dire que tout ce qui est au niveau du visage, du cou et de la face dorsale et externe du bras, c'est l'émergence des vertèbres cervicales. Plus bas, c'est l'émergence donc au niveau des vertèbres dorsales, tout ce qui est le ventre, la face interne des bras, le torse, l'abdomen donc, et au niveau des membres inférieurs, c'est les niveaux lombaires en fait, qui vont innerver cette zone. Et puis au niveau sacré, il y a aussi des nerfs qui sortent, donc ils sont intéressés également dans cette représentation ici en bleu. D'accord. Les femmes enceintes, par exemple, qui ont des sciatiques, j'ai souvent entendu ça, autour de moi. Les femmes enceintes, qui me disaient, «J'ai une sciatique», parce que du coup le ventre, le bébé appuie sur, le fœtus appuie Oui, tout à sur fait. les Ben, nerfs, on voit bien. Alors, il appuie pas sur les nerfs directement. Simplement, faut s'imaginer en fait donc la colonne ici et bon la peau autour et le thorax. Alors, faites abstraction de ce bonhomme-là, mais ici il y a le thorax et ici il y a l'abdomen. Donc, on voit bien que une femme enceinte qui a un ventre qui s'arrondit, qui s'alourdit avec des kilos en plus, va tirer inévitablement par ses attaches sur la colonne lombaire. Et par ce biais-là, provoquer donc des contraintes au niveau des vertèbres et des disques intervertébraux qui vont qui vont en fait donner des douleurs, quoi. Éventuellement des sciatiques même, ou des lombalgies, en tout cas. Mais ça, on reviendra un petit peu sur les causes aussi des douleurs lombaires. et en termes de pathologie, c'est quoi que vous voyez le plus souvent? Alors c'est sûr que la colonne vertébrale est génératrice de beaucoup de douleurs diverses et variées, de pathologies diverses et variées. On appelle le mal du siècle. Bon, je suis pas certain que ce soit vraiment que dans notre siècle, l'être humain a mal au dos. Je pense que nos aïeux et nos ancêtres l'avaient tout autant, ceux d'autant qu'ils avaient quand même des vies très très compliquées, parce que on y reviendra, autant la sédentarité est génératrice de douleurs, mais l'hyperactivité et les efforts physiques répétés sont aussi générateurs de douleurs. Alors, dans les pathologies qu'on rencontre le plus souvent, bon, ce sont les lombalgies. Donc alors les lombalgies, c'est des douleurs du dos, du bas du dos en fait, donc des douleurs du rachis lombaire. Alors ça, c'est éminemment fréquent, c'est plusieurs consultations par jour. Euh, donc les causes, elles peuvent être multiples. Ça peut être des dysfonctionnements musculaires, des contractures musculaires, comme on fait un faux mouvement. Par exemple, il fait froid le matin, on se lasse ses chaussures, et clac, on se relève, on a mal au dos. Donc ça peut être un lumbago. Ce qu'on appelle le lumbago, c'est ce qui est une contracture musculaire. Le problème de ces contracture dans le dos, c'est que ça dure très longtemps parce que, en fait, le rachis est tout le temps en contraction. Les muscles rachidiens, pour pouvoir tenir debout, assis, se tourner, travailler, ce sont des muscles qui sont en constante contraction.
et activité. Du coup, quand il y a une contracture, bah, ça met beaucoup de temps à passer, beaucoup plus que sur un mollet ou sur un bras que l'on peut éventuellement mettre un peu au repos. Mmh. Donc après, dans les pathologies très fréquentes, il y a ce qu'on appelle les sciatiques. Alors ça, ce sont des douleurs qui sont liées à une compression du nerf sciatique. Donc on a vu tout à l'heure que les nerfs sciatiques étaient des nerfs qui émergeaient au niveau du rachis lombaire, donc tout à fait en bas, hein, entre le nombril et le bassin. Et ces nerfs sciatiques donc vont innerver les membres inférieurs, pardon. Donc vont innerver les membres inférieurs. Et donc il y a plusieurs pathologies qui peuvent générer des sciatiques. D'abord, il peut y avoir des atteintes des disques entre les vertèbres. Donc ces disques intervertébraux, on a vu tout à l'heure que c'était des masses molles. Donc quand on les écrase, euh, une, bah, un disque de pâte à modeler, par exemple, quand on appuie dessus, bah, il va s'étaler. Donc c'est ce qui se passe un petit peu dans la hernie discale, c'est-à-dire que à force de comprimer le, le disque, il va s'expandre, donc il peut s'expandre vers l'avant. Donc ça c'est pas très grave. Bon, il y a des structures en avant, mais c'est généralement ça ne génère pas trop, ça ne donne pas trop de douleur, mais ça peut en donner quand même. Mais la plupart du temps, quand il y a des problèmes, c'est quand ça pousse vers l'arrière. Et donc D'accord. là, on voit une hernie discale. Donc le disque a été tellement comprimé que il y a une espèce de hernie qui s'est formée comme dans une chambre à air parce qu'il y a trop de pression à un endroit. Et là, ça Ça vient, touche le nerf. voilà, toucher le nerf. Après, il peut y avoir des protrusions discales. Alors, je ne sais pas si on voit très bien le, la petite zone rouge au niveau du disque ici. En fait, le disque a été comprimé et il n'y a pas une hernie discale, mais il s'est étalé un petit peu vers l'avant. Et donc, Donc sur la moelle? il vient comprimer la moelle épinière et donner donc un canal lombaire étroit, puisque là, on est toujours dans le cadre des vertèbres lombaires. Alors, les atteintes, alors ça, c'est un dos. Globalement, les vertèbres sont pas trop mal. Bon, il y a juste ici une hernie discale et euh, euh, une compression discale. Ici, on a un rachis qui est un peu plus pathologique. Donc, on voit donc ici une hernie discale. Donc, ce disque est abîmé. Et on voit beaucoup de lésions d'arthrose parce que les disques intervertébraux, en fait, ce sont deux os qui vont s'affronter. Donc, c'est considéré comme une articulation. Qui dit articulation dit arthrose possible, c'est-à-dire c'est une raréfaction de l'eau qui est dans les disques, donc les disques s'abîment, ils se compriment, et la zone cartilagineuse qui est en regard va s'abîmer elle-même et créer en fait de l'os surnuméraire, de l'os erratique un petit peu qui n'a rien à faire là où il est. C'est ce qu'on aperçoit ici. C'est ce qu'on appelle les becs de perroquet. Quand on fait des radios, on voit des espèces de becs de perroquet de profil comme ça. Euh, et alors ça, bah, c'est pareil. Vers l'avant, ça pose pas trop de problèmes. Ça peut aussi en poser, mais moins. Ça pose plus de problèmes quand c'est vers l'arrière. En particulier ici où on a donc de l'ostéophytose, c'est ce qu'on appelle l'ostéophytose, qui va venir ici appuyer sur ce nerf et générer donc une douleur sciatique. Il peut y avoir également des compressions des nerfs. Alors je regarde, je cherche où était ouais. Au niveau des petits, on a parlé tout à l'heure des petites articulations entre les vertèbres qui sont ici, et donc l'arthrose peut se former également là et produire de l'os. Donc on voit ici de l'os qui vient grignoter, appuyer sur le nerf sciatique également, et par là même aussi provoquer des sciatiques. Alors là, on parle de sciatique parce que on touche les, enfin, on parle là des vertèbres lombaires, mais ce problème-là peut arriver à tous les niveaux. Il y a ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale, qui est la même chose, mais au niveau d'un bras, Oui, enfin du au niveau dorsal ou au au niveau niveau cervical? cervical. OK. Donc l'atteinte est au niveau cervical et l'irradiation douloureuse est au niveau du bras.
On peut avoir également la même chose au niveau dorsal, c'est-à-dire avec des douleurs qui irradient d'un côté ou de l'autre et parce que la compression se fait au niveau de la colonne dorsale. Alors évidemment, bon, et la névralgie cervico-brachiale, c'est pas rare. Les douleurs thoraciques liées à une hernie ou une compression, c'est quand même un peu plus rare parce que le rachis, dorsal est un petit peu moins mobile. Avec Hem, la cage, voilà, parce que la cage thoracique, les côtes et cetera, empêchent un petit peu les mouvements. Et après, on a quand même la grosse majorité des pathologies, c'est au niveau lombaire, parce qu'il y a des forces, des contraintes très importantes, il y a tout le poids de l'individu qui pousse, et puis les vertèbres, et c'est ça qu'il faut comprendre, les vertèbres lombaires, elles sont pas tenues par d'autres os en fait, bon, comme les cervicales d'ailleurs, mais elles flottent un petit peu comme ça en arrière. Alors on a vu qu'il y avait les muscles, les tendons qui les soutenaient, qui les tenaient, mais elles reposent sur le sacrum en bas, et puis au-dessus, bah, il y a le reste de la colonne, vertébrale. Donc les vertèbres lombaires soumises à des très fortes contraintes en appui, en mouvement, en antéro-postérieur ou en latéral quand et on se penche en avant quand on se ou, penche en sur le avant, côté? quand on se penche sur le côté, qu'on fait de la rotation également puisque, les vertèbres, ont la possibilité d'avoir un petit mouvement de rotation les unes par rapport aux Si on autres. veut regarder derrière sans bouger nos jambes. Voilà, si, Mmh voilà, mh. exactement. Et donc là, on commence à toucher au point crucial qui est le maintien de ces vertèbres et comment est-ce qu'elles vont pouvoir se tenir. Donc après, alors j'ai pas tout à fait terminé sur les pathologies. Alors après, il y a les canaux lombaires étroits. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Quand il y a des compressions, soit arthrosiques, soit par des discopathies protrusives, c'est-à-dire des protrusions discales, c'est-à-dire que les disques qui s'écrasent et qui poussent vers l'arrière, vers la moelle épinière. Donc ça pose des problèmes de douleur et également de risques neurologiques parce que si on comprime la moelle de manière trop importante, elle peut donner des paralysies au niveau des organes génitaux, au niveau des membres inférieurs, quand on est au niveau lombaire, hein. Donc il y a également, alors bon, c'est un petit peu plus rare, c'est ce qu'on appelle les spondylolisthésis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parfois lié à des maladies de la croissance, mais ça peut survenir aussi avec, l'usure des disques, avec l'âge. Il peut y avoir des glissements d'une vertèbre par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'elles sont à peu près empilées, on a des courbures, hein, on a la lordose lombaire, la kyphose dorsale, la lordose cervicale, donc il y a les courbures plus ou moins harmonieuses, mais des fois ces courbures, elles sont un petit peu trop marquées et une vertèbre qui peut glisser par rapport à celle du dessous. Et alors ça, c'est très embêtant parce que ça peut cisailler la moelle épinière. Si on ne fait rien, avec le temps, ça peut être alors ça peut être stable, de pas bouger, mais ça peut inexorablement parfois s'aggraver et on est obligé d'opérer pour Ah oui, d'accord. fixer en fait les vertèbres l'une par rapport à l'autre pour qu'elles ne bougent plus. Ah oui, ça s'opère du coup, quand il y a un décalage comme Voilà, ça, ça s'opère. Il y a des stades, hein, après les chirurgiens, bon, vérifient. Alors, bien sûr, en termes de pathologie de la colonne, il y a des indications chirurgicales, je dirais impératives quand il y a une atteinte neurologique, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la douleur, mais c'est, surtout la motricité. Quand la motricité est touchée au niveau des membres inférieurs, mais au niveau du bras également, hein, c'est pour des hernies cervicales, parce que ces pathologies lombaires, elles existent donc à tous les niveaux. Ça, c'est une indication opératoire, en général formelle, pour lever en fait la contrainte sur l'émergence des nerfs. Et il y a une autre indication opératoire relativement formelle, c'est quand la douleur est telle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nerf, quand on va lui appuyer dessus, hem, il va commencer par faire mal. C'est-à-dire que, imaginez que vous tapiez sur votre doigt, ben les nerfs sensitifs, vont être comprimés et là, bon, ça va déclencher une douleur, ce qui nous permet de retirer le doigt quand on a, une blessure, oui, et si on cetera. touche Donc une ça plaque c'est brûlante, alors une plaque brûlante ou bien une aiguille, enfin, qu'on
se pique ou quand on s'écrase le doigt, bon, on va avoir un réflexe de retrait. Donc ça, c'est parce que la douleur apparaît en premier. Donc quand le nerf est atteint là, par une hernie discale, il va d'abord faire mal. Mais après, si cette contrainte est de plus en plus forte et le nerf va être comprimé de plus en plus, et l'influx nerveux ne passe plus. Et donc, il passera. Alors, la douleur va persister malheureusement, mais c'est l'influx moteur qui ne va plus passer, c'est-à-dire que ça va donner de paralysie, donc au niveau des pieds, des jambes, des bras, etc. En fonction du niveau, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les indications formelles hein, de toutes ces pathologies du rachis. Il est de plus en plus, enfin, on opère finalement bon un certain nombre de gens, mais l'intervention chirurgicale n'est pas du tout systématique et les chirurgiens sont beaucoup plus prudents, peut-être qu'à une époque aussi, pour opérer ce qui doit vraiment être opéré. Après, donc, pour être juste complet, bon, il y a d'autres pathologies du rachis, des pathologies inflammatoires, des inflammations des articulations. Il y a des pathologies infectieuses également qui peuvent toucher le rachis, mais ça, ce sont des choses beaucoup plus rares. Et pour finir, sur les pathologies, après, il y a ce qu'on appelle les troubles de la statique vertébrale. Et la plus connue d'entre elles, c'est la scoliose. Qui peut avoir plusieurs origines. Alors, il y a les scolioses. Alors, d'abord, il y a deux types de scoliose. Alors, bon, ce que c'est qu'une scoliose, c'est une modification, une anomalie de la statique vertébrale dans le sens sagittal. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir un rachis droit, vu de face, on a un rachis qui est tordu. OK. Alors là, je ne sais pas si on verra très bien, mais il y a une petite scoliose qui est pas très, très importante. C'est-à-dire que vue de face comme ça, on voit que la colonne n'est pas droite comme elle devrait être, mais il y a une petite courbure qui est formée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la scoliose. Donc il y a deux types de scoliose. Il y a la scoliose l'attitude scoliotique, qui est en fait liée à des anomalies de posture, parfois une bascule du bassin. Là, on voit un petit peu que le bassin est basculé vers la gauche, et du coup, la colonne part un petit peu en courbe pour essayer de redresser et revenir droite à peu près au niveau dorsal, quoi. Mais la Mmh. colonne lombaire est tordue. Euh, C'est la colonne qui compense le bassin ou c'est le bassin qui compense la non, c'est colonne? la colonne qui va compenser le bassin dans ce cas-là. Donc, en fait, c'est donc juste une attitude, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ce qu'on a dans les autres types de scoliose, qui sont les scolioses vraies. On n'a pas donc de rotation vertébrale. C'est-à-dire que dans la vraie scoliose structurelle, les corps vertébraux ont une rotation en même temps, ce qui donne ce qu'on appelle une gibbosité. Quand les gens se penchent en avant, on voit qu'il y a un côté qui est plus haut ou plus bas que l'autre. Donc ça, c'est un élément qui va nous dire que il y a une vraie scoliose, qui est une scoliose, la plupart du temps, ces scolioses-là sont idiopathiques, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas de cause. Ce sont des anomalies du développement, enfin de la croissance, qui va donner ce type d'anomalie, comme tous les os peuvent avoir, tous les membres peuvent avoir des anomalies, les genoux, ils peuvent être en X, ou ils peuvent au contraire être arqués. Ben, la colonne, elle peut ne pas être droite, et voilà. Alors bien sûr, il y a des degrés, etc. Donc bon, on va pas aller sur les traitements non plus, mais voilà. Alors ça, c'est aussi des choses qu'on constate quand même très fréquemment. Les scolioses, donc en particulier les attitudes scoliotiques qui sont très très fréquents. Et comment vous voyez vos patients au quotidien, qui souffrent, de douleurs dorsales, ou de pathologies du dos, physiquement et émotionnellement? Alors c'est des pathologies qui sont très fréquentes, mais très invalidantes. Hem, donc alors il y a plusieurs aspects dans la réponse. Hem, d'une part, on a toujours tendance à, enfin, on a ces espèces heu, de vocable qui dit j'en ai plein le dos. Donc en avoir plein le dos, c'est en général on est un petit peu débordé partout, on est stressé, on est anxieux, on subit en fait notre environnement, et
et on se fait mal au dos par des mauvaises attitudes, par le fait qu'on ne prend pas conscience de sa posture, parce qu'on ne prend pas le temps de se positionner, de faire attention à comment on se tient. Et puis les muscles sont contracturés, donc ils dysfonctionnent parce que ils sont, heu, ils sont sous tension permanente. Donc heu, donc le stress, je dirais, amène beaucoup, de douleurs, du rachis par ce fait-là. Après, à l'inverse, quand on a mal au dos, qu'on s'est fait une hernie discale par exemple, ou qu'on a de l'arthrose, ce sont des douleurs très invalidantes, très chroniques, extrêmement, prégnantes sur le plan, du quotidien. Parce qu'elles apparaissent en général dès le matin au lever. Si on a de la chance que ça nous laisse tranquille la nuit, elles apparaissent dès le matin au lever. Ensuite, on prend son petit déjeuner, quand on se lève du petit déjeuner, on a mal. Enfin bref, on a mal, tout le temps, partout et c'est parfois des douleurs très, très, très sourdes, très intenses. En particulier tout ce qui est douleurs sciatiques sont parfois extrêmement douloureuses et impactent énormément, sur la vie quotidienne, quoi. Et vous, du coup, vous êtes aussi patient, donc vous souffrez de hernie discale, de plusieurs même hernies discales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, votre parcours, votre histoire avec votre dos? Oui, alors j'ai commencé par faire une chute quand j'étais adolescent et à partir de ce moment-là, j'ai eu mal au dos. Alors je m'en préoccupais pas trop jusqu'à, l'âge de 40-45 ans où j'ai fait une première hernie discale, qui a impacté beaucoup, ma vie de professionnelle et puis, personnelle aussi, mais en particulier professionnelle parce que j'avais l'habitude de me déplacer au domicile des patients, je n'arrivais plus à le faire. Je déjà me lever, examiner les gens de mon bureau, au lit d'examen, bah, c'était pénible et c'était en fait pénible en continu. Voilà, donc ça a duré très longtemps, 18 mois à peu près et donc je suis allé voir l'ostéopathe puisque bon, l'ostéopathie, on n'en a pas trop parlé, on en reparlera un petit peu après. Bon, a son intérêt dans ce type de pathologie, mais évidemment, c'est pas l'ostéopathe qui va enlever une hernie discale. Donc, les douleurs ont malgré tout, continué. Donc je suis allé voir le chirurgien une première fois, il m'a dit: «Non, non, non, je vous opère pas, vous avez mal, mais vous êtes quand même assez mobile, donc faites de la kiné et ça va aller mieux». Donc j'ai fait un petit peu de kiné, bon ça n'a pas été, très, très productif. Il m'avait proposé une infiltration que j'ai faite, qui n'a pas été, couronnée de succès et puis, quelques mois après, je suis retourné le voir en lui disant: «Il faut que tu m'opères parce que vraiment j'en peux plus» et il m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir et certainement, modifier même ma pratique, de médecin. Il m'a dit: «Essaye de réfléchir à ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu as eu mal? Qu'est-ce qui s'est produit? Et essaye de faire le chemin en sens inverse». Alors ce qui s'était produit, c'est que j'avais fait un marathon, très fatigant et à la suite de ce marathon, j'avais arrêté toute activité physique. Je courais beaucoup et puis, je faisais régulièrement, des exercices, pour renforcer les abdominaux, le dos et il m'a dit, donc essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc quand, à la suite de ce marathon, heu, j'étais très fatigué, donc j'ai rien fait pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où je me suis dit: «Quand même, il faut que je m'occupe de mon jardin». Donc j'ai pris une bêche et j'ai commencé à bêcher dans le jardin. Et là, ça a été terrible et la hernie s'est produite à ce moment-là, au moment où j'avais arrêté quasiment toute activité physique. Et j'ai repris donc, cette activité physique, des exercices d'abdominaux, je me suis fait aider par le kiné et petit à petit, j'ai repris la marche, je suis allé trotter un peu et en 15 jours, 3 semaines, les douleurs ont disparu. OK, donc c'était, mécanique? Enfin, c'est parti avec un peu le sport, la kiné, Voilà et une bonne alors hygiène de une vie, bonne hygiène de vie, ouais. Alors ça s'explique en fait, cette chose-là par,
le fait que le rachis lombaire, donc comme on disait tout à l'heure, il n'est pas vraiment tenu, si ce n'est par ses ligaments qui sont très très proches de l'os, et par tous les muscles en arrière de la colonne vertébrale, et par les abdominaux. Et les muscles abdominaux, donc les transverses, les obliques, les grands droits, sont des muscles qui devraient être entretenus, qu'on devrait apprendre à faire travailler pour soutenir son dos, parce que ils ont un rôle capital dans le soutien de la colonne vertébrale. Donc je compare souvent la colonne vertébrale à une pile d'assiettes. Donc vous prenez 24 assiettes, vous les empilez les unes par rapport aux autres, vous les prenez par en dessous et vous déambulez avec votre pile d'assiettes. Donc les assiettes, elles vont bouger les unes par rapport aux autres, et donc elles vont s'user. Donc elles vont s'écailler, la peinture va s'effriter, etc. Donc c'est ce qui se passe un peu, bon c'est un peu imagé, mais au niveau des vertèbres. C'est-à-dire que si vous tenez en fait euh, cette pile d'assiettes avec des sandos que vous serrez bien de chaque côté, vous en mettez 4, vous tendez bien, vous vous baladez avec la pile d'assiettes comme ça, les assiettes, elles bougent plus les unes par rapport aux autres. Et donc, elles ne s'abîment pas. Et la colonne, c'est vraiment ça. La colonne, si on ne renforce pas sa musculature, si on n'aide pas sa colonne à se tenir droite, la colonne est faite pour être droite. Donc, si on la tient pas droite, si les structures autour ne sont pas suffisamment puissantes pour la tenir, on se fait mal au dos. C'est automatique. Donc ça, vous l'avez compris et du coup, depuis votre, hernie, est-ce que vous avez, changé, j'imagine que oui, votre, manière, d'aborder, votre travail en tant que médecin avec Oui, vos patients qui souffrent de toutes les pathologies dont on a parlé? bien sûr. Alors, j'ai transposé ce qui m'était arrivé aux patients. C'est-à-dire que, outre l'ostéopathie que je leur proposais, parce que qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? C'est redonner une harmonie au mouvement, c'est-à-dire que permettre aux vertèbres de bien bouger les unes par rapport aux autres. On voit ici toutes ces petites articulations qui s'écartent, et donc les vertèbres peuvent se mouvoir en avant, en arrière, en rotation, etc. Donc l'ostéopathie, ça va redonner une harmonie au mouvement. Mais c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Et pour compléter l'ostéopathie, il faut du renforcement musculaire. Et ce renforcement musculaire, c'est un impératif, je dirais, qu'on devrait tous avoir depuis l'enfance, et qui malheureusement n'est pas appris comme il faut dans le petit âge. Et bon, ça, on y reviendra peut-être dans les conseils après, Mmh. C'est de ce qu'on peut intéressant, faire. c'est vrai qu'on n'apprend pas, que souvent c'est une corvée, de faire du sport et de faire, on en parlait avec des amis, l'autre jour qui me disaient: «Mais moi j'aime pas le sport, donc je fais pas de sport». Mais juste en fait, enfin j'essayais de leur expliquer, mais c'est juste que tu as pas l'habitude, mais Mmh. 10 minutes, 15 minutes de sport tous les jours, si ça fait partie de ta routine, tu vas voir que ça va te faire du bien et que tu auras moins mal, mais enfin, ouais, c'est Bah vrai oui, qu'on l'apprend pas et du coup, et tout à on fait. fait deux heures de sport ou de PS, par C'est semaine. c'est c'est un petit peu mon credo en fait. Je dirais que à l'école on apprend à faire un peu de gym, mais bon c'est pas de la gymnastique très orientée, sauf parfois, mais enfin c'est pas la majorité. Donc c'est un peu de la gymnastique tout venant ou des sports co, etc. Mais on n'apprend pas aux enfants à prendre soin de leur corps, de leur dos, alors qu'on connaît maintenant ces techniques beaucoup mieux qu'avant. Et on pourrait essayer peut-être d'intégrer ces techniques particulièrement de yoga ou de pilates ou de renforcement musculaire, de gainage, dans l'apprentissage en fait de la culture physique ou de la gymnastique chez l'enfant, ou de l'activité physique. Et puis voilà, donc euh, même au sein des familles, je pense qu'on devrait pouvoir organiser du temps ensemble pour faire un petit peu ces exercices. Et si c'est fait dès le jeune âge, après c'est beaucoup mieux accepté que si à l'adolescence on dit maintenant tiens-toi droit, arrête de te tordre sur ta chaise, arrête d'être voûté. Bon, c'est souvent déjà un peu tard. Et puis c'est pas à l'adolescence qu'on va réussir à motiver les gens Mmh. de faire de la posture. Ouais, c'est sûr. Et il y a quelques écoles, qui mettent en place des cours de yoga et
et de pilates et tout ça, du renforcement, mais ouais, malheureusement pas de Oui, pompe. c'est voilà, c'est pas suffisant. Alors pour continuer peut-être dans mon parcours, donc après j'ai eu une aggravation en fait de l'arthrose, des hernies. J'ai eu 4 hernies maintenant avec de l'arthrose un peu partout, un canal lombaire étroit, donc ça on l'a évoqué tout à l'heure. Mais je dirais que grâce à une infiltration, les choses, sont beaucoup mieux et pour l'instant, je peux échapper à la chirurgie. Mais c'est vraiment parce que je m'occupe de mon dos tous les jours et que je fais 10-15 minutes de gymnastique tous les jours et que des fois j'ai pas envie de la faire, mais que le lendemain je le fais et que quand on comprend ça, en fait, on peut vivre avec des pathologies du dos. Alors, c'est mon deuxième credo, c'est que on ne guérit jamais de son dos. On ne guérit jamais d'une hernie discale, on ne guérit jamais d'une arthrose lombaire, on ne guérit pas forcément d'une scoliose, surtout sur une scoliose structurelle importante. Mais on peut arriver à vivre avec ces pathologies, hem, sous condition qu'on ait compris la nécessité absolue, de s'entretenir. Je dirais que c'est aussi important que de se laver les dents le matin et le soir, c'est de s'occuper de son dos 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Ça sert à rien d'aller voir un kiné si, on fait, bon, on va faire les séances de kiné, on fait juste, ce qu'il demande de faire, donc c'est très bien et en fait, c'est un apprentissage la kiné. C'est une rééducation. C'est pour permettre de réapprendre aux gens avoir une mobilité, rachidienne et avoir une tenue du rachis, suffisante. Mais si on fait pas les exercices, à la maison et que quand on arrête le kiné et que le kiné dit: «Bon, bah, maintenant on va s'arrêter», on arrête les séances, bah et si on fait plus rien derrière, ben, c'est terminé. Et même quand on va chez le kiné, on y va peut-être 2 fois par semaine, bah, le reste du temps, il faut continuer à faire les exercices qu'il nous montre et ça, c'est absolument capital. Sinon, on continuera de souffrir de son dos et être enquiquiné toute sa vie, toute son existence, avec son dos. Mais on peut avoir des pathologies sévères, graves du dos et très bien vivre, sans douleur, dès lors qu'on comprend ce principe-là. Ouais, il faut prendre sa part de responsabilité. Absolument. Par rapport à votre pathologie, il y a plein de choses du coup que vous avez mis en place comme les exercices et cetera que enfin vous avez compris qu'en faisant des exercices, ça vous soulageait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin, que vous êtes obligé de faire ou des choses, au contraire, que vous ne pouvez plus faire depuis que Oui, vous oui, tout avez des à fait. hernies? Ben, c'est sûr que alors ce qui est très important, c'est de cet, entretien quotidien, journalier, de gainage, d'abdos et cetera qui donc sont capitales. Et après, il y a des sports qui, bien sûr, sont des activités physiques que vous aimez faire ou pas faire. Il y a des gens qui n'aiment pas le sport, bon, on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de faire du sport. Mais il faut quand même qu'ils aient fait au moins le minimum, d'hygiène du dos. Après dans les activités physiques, bah, la natation, est très est célèbre pour ça. Moi, je suis pas un très bon nageur, donc je vais pas spécialement nager, mais la marche à pied est très bien, le vélo est très bien. La pratique de l'aviron, par exemple, est une pratique aussi où on est bien dans l'axe, et cetera. Donc ça, c'est des sports qu'on peut faire. Après, tout ce qui est, mouvement en porte-à-faux, port de charges lourdes et cetera, ce sont des choses que l'on peut faire dans une certaine mesure si on a bien entretenu son dos. C'est-à-dire que si on a des problèmes de dos et comme j'ai pu faire donc, à l'époque, qu'on s'occupe plus de son dos pendant quelque temps et qu'on va piocher dans le jardin ou qu'on va soulever des enclumes, eh ben, on va se refaire mal, direct, quoi. Donc, c'est voilà, on peut faire beaucoup de choses avec des grosses pathologies du dos, mais il faut vraiment avoir conscience que, il faut s'aider à pouvoir les faire ces choses-là et il faut aider son dos, sinon on n'y arrive pas. Mmh. Est-ce que vous avez des petites victoires, des choses dont vous êtes fiers, par rapport à votre dos aujourd'hui? Parce que, ouais, on parle de douleur quand on a des hernies, c'est pas chouette quand on va peut-être se faire opérer ou qu'on se fait infiltrer, mais est-ce que vous avez des réussites, dont vous êtes fiers? Ouais. Bah, moi j'ai déjà la mienne, enfin, si je vais pas
jeter des fleurs, mais disons que je suis content d'avoir échappé à la chirurgie une première fois, donc il y a 15 ou 20 ans, quand le chirurgien m'a dit: «Bah non, essaye de voir comment tu as fait comment ça s'est produit, ta hernie discale, essaye de faire le cheminement inverse». Et je dirais plus récemment, quand malgré quand même une pathologie grave du rachis lombaire, moi j'étais à peu près persuadé que j'allais me faire opérer. Et finalement, grâce à l'entretien physique, bon, à l'infiltration aussi, hein, parce que les médicaments, bien sûr, ont leur place, hein, dans le traitement des douleurs. Hein, ça c'est, bon, je suis un médecin allopathique avant tout, hein, donc tout ça c'est bien sûr. Je me suis pas attardé là-dessus parce que c'était pas trop le sujet du jour, mais bon, il est certain bon, les médicaments permettent de soulager, et cetera. Mais en tout cas, moi, bon, c'est pour l'instant, d'avoir, réussi à passer outre la chirurgie, malgré des pathologies très sévères du dos et qui me permettent d'avoir à ce jour une vie, tout à fait normale. Donc je sais que j'ai un dos fragile, donc j'y fais très attention. Peut-être que je vais plus bêcher dans mon jardin, mais bon, ça c'est une victoire. Et puis après, je dirais qu'en tant que professionnel, la victoire, c'est quand, bah, on arrive à soulager les gens, à leur faire comprendre que, c'est comme s'ils sont diabétiques, enfin quelqu'un qui est diabétique, voilà, on va lui demander de faire du régime pour, diminuer son diabète, diminuer les risques et diminuer les médicaments qu'on va être obligé de lui donner. Si cette personne qui est diabétique continue à manger comme avant et avoir du surpoids, eh ben, il est évident que c'est totalement illogique. Enfin, tout le monde le comprend. C'est du bon sens. Bah, le dos, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre des anti-inflammatoires, des antalgiques, d'aller voir le kiné, de faire une infiltration, si derrière on n'a pas conscience qu'il faut euh, prendre soin de ses muscles, de son dos et de l'entretenir. Et un petit corollaire à ça, c'est le poids. Parce que ça, j'en ai pas trop parlé non plus, mais le poids est évidemment capital. On l'a vu tout à l'heure pour la femme enceinte. Bon, bah, si quelqu'un d'individu a 10 kilos dans le ventre, qui tire vers l'avant sur la colonne lombaire, ça peut pas être bon. Donc voilà, la prise en charge du poids et puis des muscles, c'est capital. Et oui, les lombaires, elles flottent pas comme ça dans le corps, quoi. Mais non, Mmh. les lombaires, j'ai pas trouvé de dessin qui puisse vraiment représenter la chose, mais faut vraiment s'imaginer cette colonne qui est posée sur le sacrum, là, qui est un os qui ferme le bassin en arrière. Cette colonne vertébrale est posée. Au-dessus, la colonne dorsale, elle est tenue un peu par les côtes et par le sacrum, pardon, le sternum en avant. Donc il y a un petit maintien, mais vraiment la colonne lombaire, c'est comme la colonne cervicale, ça flotte un peu dans le vide. Donc si on n'a pas des muscles gainés, des muscles puissants autour, qui soutiennent cette colonne, bah, Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui souffrent de hernie discale ou plus largement, à nos auditeurs? ouais, bah, je crois que, voilà, prenez soin de votre dos parce que, le dos, une fois qu'il est atteint et qu'il est malade, on n'en guérit pas. On arrive à bien vivre avec, mais on n'en guérit pas. Donc c'est, quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment comprendre. Il faudrait apprendre dès le plus jeune âge aux enfants, dans les familles et à l'école, comme on devrait apprendre aux enfants, les gestes d'urgence, hein. Je dis souvent, on leur donne des exercices de maths à faire, bon, c'est très bien, il faut en faire, mais on leur apprend pas à sauver leur père qui s'étouffe avec un morceau de pain. Donc ça, c'est une petite marotte, mais le dos, c'est pareil, quoi. Il faut entraîner les jeunes enfants dès le plus jeune âge, sous forme de jeu et de moments de détente familiale. Quand on soi-même, en adulte, on fait ces exercices, on emmène ses enfants avec nous et on leur fait faire ensemble. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Après, une fois qu'on a le dos malade, eh ben, donc on n'en guérit pas, mais par contre, on peut très bien vivre avec. Et ça passe par l'activité physique, la rééducation
et surtout l'hygiène, quotidienne du dos, c'est absolument capital parce qu'on peut avoir n'importe quel métier. Si on s'occupe pas de son dos, on se fera mal. Qu'on soit Mmh. sédentaire, qu'on soit, maçon, et encore plus maçon parce que, Mmh mh. ils ont toutes les raisons de se faire mal. Mais n'importe quel métier, dans n'importe quel métier, on sera en plus beaucoup plus apte, à affronter l'existence quand on aura un dos, solide, un dos en bonne forme et puis, surtout à affronter les pathologies qui ne manqueront pas de survenir un jour parce que, on peut pas prévenir les pathologies, complètement, hein. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, les disques se tassent, un jour ou l'autre, il y a de l'arthrose, c'est inéluctable. Mais par contre, les conséquences douloureuses de tout ça, on peut vraiment, lutter. Écoutez, merci beaucoup pour, tout le temps que vous nous avez accordé et pour Avec toutes plaisir. vos explications, le partage de votre expérience, c'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Merci.